Bonjour. Alors, aujourd'hui, là c'est marqué vidéo 14 minutes. J'en sais rien, ça va durer 14 minutes. Bon, aujourd'hui, dans ce document, on va vous parler, ou je vais vous entretenir de... Je vais revenir en fait sur une notion qui s'appelle le type nullable. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous utilisaient peut-être certains opérateurs ou avaient commencé à s'en servir, puis je voulais juste clarifier certaines choses avec vous à ce sujet-là. Et d'autre part, le sujet de ces temps-ci, vous avez beaucoup à utiliser dans les autres exercices que je vous donne, des types nullables. Donc, ça peut être intéressant ou important d'apprendre un peu mieux à qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est juste pour faire une espèce de résumé global un peu de ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais je vais quand même aborder certaines questions. Donc, objectif, revenir sur la notion de type nullable. Deuxième objectif, présenter les différents opérateurs qui sont disponibles. Donc, en C#, avec le contrôle des valeurs nulles actifs, pour qu'une variable puisse recevoir une valeur nulle, elle doit être de type nullable. Bon, on peut déclarer un type nullable de la manière courte, ou alors de la manière longue. On préfère généralement la manière courte. Donc, vous avez ici la manière courte, int, point d'interrogation, ça veut dire un int facultatif qui peut être nul, et la manière longue, nullable, int j. Okay, donc, comprenez que ça, puis ça, c'est la même chose rigoureusement. Si vous regardez, qu'est-ce qu'on regarde? Si on fait le type-of de int, point d'interrogation, puis le type-of de nullable int, on voit que dans les deux cas, c'est système nullable, système int32, système nullable, système int32. Donc, dans les deux cas, c'est rigoureusement le même type, c'est la même chose. Donc, aussi, petit rappel concernant valeur versus référence. Donc, en C#, on va se rappeler, c'est important de se rappeler que tous les types sont catégorisés en deux. Il y a des références d'un côté, puis il y a les valeurs de l'autre côté. Donc, les valeurs, on peut aussi les appeler les stack types. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs, ces valeurs-là sont stockées sur la pile quand elles sont utilisées, ce qui les rend beaucoup plus efficaces d'un point de vue gestion de mémoire, et etc., etc., etc. Okay? Sauf lorsque c'est des très gros objets, là, on perd en efficacité, mais quand c'est des petites quantités de données, comme des entiers, des doubles ou des décimaux, c'est le mieux qu'on peut faire, c'est de les mettre sur la pile d'exécution. Donc, d'utiliser des types valeurs ou des stack types. Puis, les autres types, références, on pourrait les appeler les heap types, donc, parce qu'ils résident en mémoire dynamique, et ils doivent être alloués avec new, puis eux sont sensibles à ce qu'on appelle le garbage collection, puis un paquet d'affaires comme ça. Okay? Donc, ils sont un peu plus difficiles, sont un peu plus compliqués à gérer pour le programme. Donc, en C#, la nullabilité d'un type, va se comporter de manière un peu différente selon que on parle d'un type nullable, un type valeur nullable ou d'un type référence nullable. Donc, en fait, en C#, les types valeurs sont nullables par défaut, sont non nullables, excusez, c'est ça, je me demandais ce que j'avais lu là. Les types valeurs sont non nullables par défaut, alors que les types références sont nullables par défaut. C'est seulement depuis le C#8 que vous pouvez utiliser le type référence non nullable. Donc, pour activer la vérification des contraintes de nullabilité pour les types références, il faut le faire en utilisant explicitement une des directives suivantes, soit que dans le projet, vous mettiez nullable, enable, nullable, ou encore dans le haut de votre fichier, vous mettez une directive du précompilateur nullable, enable, comme ça, avec un H ou un croisillon devant. Donc, en ce qui concerne l'égalité, donc l'opérateur d'égalité, avec l'opérateur d'égalité, vous pouvez comparer entre elles des valeurs nullables ou non, pourvu qu'elles soient d'un même type sous-jacent. Okay? Puis ça peut être nullable avec non nullable, non nullable avec non nullable, nullable avec nullable, puis dans n'importe quelle façon possible imaginable, vous pouvez faire l'égalité, puis ça devrait marcher, grosso modo, comme on s'attend que ça doit marcher.
Par exemple, ici, on voit le i qui est égal à nul. La variable i, est-ce que i est égal à nul? C'est vrai. Est-ce que i est égal à 5? C'est faux. Donc, l'égalité fonctionne. Maintenant, on se définit une variable j qui est égale à 10, nullable. Une variable k non nullable qui est égale à 10. Une variable n nullable qui est égale à nul. Donc, est-ce que i est égal à j? Ici, le i, est-ce qu'il est égal à j? C'est faux. Donc, ça, c'est non nullable, nullable comparé avec nullable. Ça fonctionne. I, est-ce que i est égal à k? Donc, nullable comparé avec non nullable. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça nous dit que c'est faux. Encore une fois, est-ce que i est égal à n? Donc, nullable comparé avec nullable. Nul, nul, true. Ça fonctionne. Et finalement, est-ce que j est égal à k? Donc, non nullable comparé à nullable comparé avec non nullable, mais de même valeur. Ça va nous sortir que c'est vrai. Donc, en fait, tout ça pour dire que l'égalité se comporte exactement comme on s'attendrait qu'elle se comporte intuitivement. Ça peut être bon à savoir. Donc, on peut même comparer des variables non nullables avec nul, mais alors, il faut savoir que le compilateur va signaler un avertissement. Par exemple, ici, si on met i qui est égal à 10, puis après ça, on dit est-ce que i est différent de nul? Bien, i est nécessairement différent de nul parce que i est non nullable. Donc, il ne peut pas avoir la valeur nulle dedans. Donc, ça, c'est sûr et certain que c'est faux. Donc, comme on le dit ici, il va avoir le compilateur va vous servir un avertissement. Donc, the result of our expression is always true. Donc, est-ce que i est différent de nul? C'est tout le temps vrai. Puisqu'une valeur de type nul is never equal to null of type in. Bon, en tout cas, vous comprenez le principe. Donc, maintenant, on peut se poser une question. Donc, il y a deux façons de tester la nullabilité d'une valeur. Soit que vous utilisez égal, égal, donc l'égalité, ou alors vous utilisez l'opérateur is. Par exemple, ici, on le voit, on a une variable n, nullable, puis on met nul dedans. Est-ce que n est égal à nul? True. Est-ce que n is nul? True. Donc, dans les deux cas, c'est vrai, vrai. Donc, les deux façons fonctionnent. Mais il y a une petite différence entre les deux. Donc, à la différence de l'opérateur d'égalité, l'opérateur is va toujours donner une erreur si on l'utilise avec un type non nullable. Ce qui, dans mon cœur, fait pencher la balance pour is nul. Donc, ici, si on fait if i is nul, ça nous donne une erreur. Tandis qu'ici, si on fait if i est différent de nul, ou si on aurait pu mettre égal nul, ça ne nous donne pas d'erreur, ça nous donne un avertissement. Un avertissement, c'est moins fort qu'une erreur. Moi, perso, je considère qu'essayer de comparer quelque chose qui n'est pas nullable avec nul, c'est carrément une erreur. Okay? Donc, je pense que le compilateur devrait vous signaler une erreur. Donc, pour qu'il vous signale une erreur, vous êtes mieux d'utiliser is. Et, en fait, je ne suis pas le seul à penser que is nul est mieux que égal nul. Donc, si vous allez ici, vous allez voir quelques autres arguments en faveur de is nul versus égal nul. Donc, je vous encourage à utiliser is nul plutôt que égal nul. OK? L'affectation, maintenant, vous pouvez affecter ou assigner une variable non nullable dans une variable nulle, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Par exemple, ici, on a une variable non nullable qui est égale à 10, une variable nullable qui est égale à 20. Donc, on peut mettre le contenu de la variable non nullable dans la variable nullable, mais on ne peut pas mettre le contenu de la variable nullable dans la variable non nullable parce qu'elle, ça se peut qu'elle contienne nul. Évidemment, ici, elle ne contient pas la valeur nulle, elle contient la valeur 20. Mais le compilateur, lui, il ne prend pas pour acquis qu'il y a nécessairement 20 dedans. Nullable, ça se peut qu'il y ait nul dedans. Donc, il n'accepte pas qu'on prenne nullable puis qu'on le stocke dans non nullable. Donc, ça va nous prendre une conversion. Donc, cannot implicitly convert type int, point d'interrogation, donc nullable, to int. An explicit conversion exists. Are you missing a cast? Donc, pour ce qui est de la conversion, ça nous amène à explorer les avenues possibles pour faire la conversion, pour opérer la conversion. Donc, il y a trois principaux moyens de convertir ou d'extraire une valeur de type nullable. La première, c'est un cast. La deuxième, c'est utiliser is. Puis la troisième, c'est utiliser value as value. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, on va regarder ici. Supposons qu'on a une méthode qui s'appelle payer, qui demande un montant décimal. Là, ici, il n'y a pas de code, aucun code là-dedans, parce que c'est pas important de savoir comment ça se passe, le fait de payer un montant. Okay? Mais on doit payer un montant avec
on doit payer avec un montant avéré. On ne peut pas payer avec un montant nul. Il faut payer avec un montant avéré. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une variable montant qui est nullable puis qui contient 3,99. Alors, si on veut payer avec la variable montant qui est ici, on n'a pas le choix de la convertir. Si on ne la convertit pas, le compilateur va nous dire tu es en train d'essayer de prendre une variable nullable puis de la passer dans une variable, un argument non nullable. Donc, le compilateur va nous mettre une erreur. Donc, il faut absolument faire une conversion, un peu comme on a ici quand on essaie de mettre du nullable dans du non nullable. Le compilateur, il n'aimera pas ça, il faut faire une conversion. On peut évidemment ici faire un cast. Le problème, si on fait un cast, c'est que si jamais il y a la valeur nulle dans le montant, on a une exception. Donc, peut-être que vous allez dire, ah, pas grave, une exception, ça fait mon affaire. OK. Mais la plupart du temps, si ça se peut que votre valeur soit nulle, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose de spécial à faire pour ça. Donc, c'est mieux de traiter de manière explicite la nullabilité de la chose. Donc, une façon de traiter ça explicitement, qui est une façon qui existe, disons, depuis très longtemps dans le C#, depuis que les valeurs nulles, les types nullables, sont dans le C#, c'est d'utiliser asValue puis value. Donc, on pourrait dire, si le montant asValue, c'est la même chose que dire if montant is nul, c'est la même affaire, is not nul, pardon, donc, ou est différent de nul, payer montant.value. Donc, ça, on peut faire ça. Donc, explicitement, on traite le cas où la valeur existe, puis à ce moment-là, on paye. Donc ça, pas pire. Mais pour ça, personnellement, moi, ma prédilection, puis le truc qui fonctionne dans presque tous les cas, puis qui s'applique à toutes les sauces, puis qui est la meilleure avenue selon moi, et aussi la plus récente dans le langage C#, c'est d'utiliser l'opérateur is. Donc, si le montant est un décimal, montant, on donne une valeur à ce montant-là, monte, payer monte. Donc, si le montant est un décimal monte, payer le montant. Donc ça fonctionne aussi dans toutes sortes de types possibles et imaginables. Donc, moi perso, c'est mon moyen de prédilection. Bon, ensuite de ça, les opérateurs. Donc, il y a plusieurs opérateurs en C# pour traiter les valeurs nulles dans le but de nous simplifier la vie. En réalité, ces opérateurs-là, vous pourriez les balancer par-dessus bord puis jamais les utiliser. Donc, si vous voulez arrêter tout de suite de lire, d'écouter la présentation, aucun problème. Vous laissez tomber ça, puis vous continuez comme vous faisiez depuis toujours. Mais si vous avez commencé à utiliser l'un quelconque de ces opérateurs-là, ou si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, je vous encourage à continuer. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de vous faire comprendre un peu c'est quoi la différence entre ces différents opérateurs-là. Donc, il y a des opérateurs de remplacement, qu'on pourrait appeler. En C#, on les appelle les opérateurs de coalescence, mais voyons, coalescence, je ne sais pas. Moi, la première fois que j'ai vu ce terme-là, c'est là. Non, c'est pas vrai. J'avais déjà vu ce mot-là quelque part avant, mais je n'avais jamais vraiment su ce que ça voulait dire. Puis là, en C#, ils utilisent coalescence. Donc coalescence, c'est un mot... en anglais, ça s'écrit coalescence, mais en français, c'est coalescence. Donc, c'est le même mot. C'est probablement un mot latin, en fait. Donc, l'autre catégorie d'opérateurs C# qui traitent les valeurs nulles, ici, c'est le double point d'interrogation. Ici, c'est le simple point d'interrogation. On pourrait l'appeler l'opérateur de propagation des valeurs nulles ou encore de null. En anglais, ils vont dire le null propagation operator ou le null conditional operator. Les deux sont utilisés. Donc, ou de traitement conditionnel, on pourrait dire, ou de propagation nulle, ou de traitement conditionnel. Et finalement, vous avez certains opérateurs d'assertion ici. Ces opérateurs-là, vous allez voir un peu là, pourquoi on s'en sert. Donc, remplacement, ou coalescence, si on veut. Donc, l'opérateur de remplacement, point d'interrogation, permet de préciser une valeur de remplacement dans le cas où une valeur est nulle. Donc, un cas d'utilisation, là, je vous présente un cas d'utilisation. Mais il y a d'autres cas d'utilisation que celui-là. Mais moi, je vous dirais qu'un cas d'utilisation qui est vraiment commun, en tout cas, moi, j'ai tendance à utiliser assez souvent, c'est quand on utilise des arguments par défaut dans une méthode, puis qu'on veut dire que notre argument, on ne veut pas lui donner une valeur spécifique par défaut dans la signature. On veut carrément que le défaut, ça soit nul.
OK? Donc, par exemple, ici, on a une fonction saluer qui prend une string annulable ou nullable, non, qui par défaut vaut nul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un console.writeLine, bonjour, non, puis là, on va mettre point d'interrogation, inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le nom est nul, on va prendre comme valeur de remplacement inconnu. Donc, je répète, saluer, on donne le nom de la personne quand on veut saluer, comme ici, saluer Yoda, saluer, puis on ne dit pas qui qu'on salue. On fait juste dire saluer. Ici, c'est saluer, mais on salue spécifiquement Yoda. Donc, on voit la sortie. Quand on va saluer Yoda, ça va faire bonjour Yoda. Quand on va saluer comme ça va faire bonjour inconnu. Donc, l'inconnu vient d'ici, parce que là, quand on va juste saluer comme ça, la string non va prendre la valeur nulle, qui est la valeur par défaut associée à l'argument. Et quand on va arriver ici, la valeur nulle va être remplacée par la valeur inconnue à cause de l'opérateur de remplacement que vous avez ici. Okay? Ou l'opérateur de coalescence, si vous préférez. Donc, un opérateur semblable à celui-là existe dans d'autres langages de programmation. En général, dans ces autres langages de programmation-là, comme le JavaScript ou le Python, cet opérateur-là s'appelle l'opérateur Elvis. OK. Donc, c'est ça. Si vous voulez, vous allez voir ici sur Wikipédia pourquoi on l'appelle Elvis, en référence à, et oui, vous avez deviné, Elvis Presley. Donc, c'est ça. Donc, il existe, pour la même raison, un opérateur point d'interrogation égal, qui est un peu, en fait, qui est l'équivalent comme on a le plus égal, on a le moins égal, le fois égal, etc. en C# et dans d'autres langages de programmation. Donc, on a le point d'interrogation égal. Donc, cet opérateur-là est utilisé dans le même contexte que les précédents. Et, encore une fois, ça sert à simplifier le code. Donc, par exemple, on a toujours notre saluer string non nul. Et cette fois-là, au lieu de l'écrire comme ici, on va l'écrire comme ceci. On va dire non, point d'interrogation égale inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Ça veut dire la variable non, ce qu'il y a dedans va être remplacé par inconnu si jamais il n'y a rien dans non. Si c'est nul. Donc, s'il y a nul dans non, on le remplace par inconnu. Sinon, on conserve qu'est-ce qu'on a. Okay. Donc, si la variable est nulle, on remplace son contenu par inconnu. Si on voulait écrire ça tout du long, on pourrait écrire non égale avec un ternaire, non is nul. Si c'est vrai, on prend inconnu. Sinon, on conserve le nom. Mais c'est bien plus simple d'écrire que ça. Non, remplacé par inconnu. Autrement dit, on peut prendre ici toutes nos variables qui ont par défaut une valeur nulle et les remplacer par les valeurs par défaut qu'on s'attend à avoir pour ces variables-là si jamais l'argument n'est pas fourni. Okay? On affiche. Ici, on fait saluer Yoda, saluer. Ça fait la même sortie que le programme précédent. Donc ça, c'est l'équivalent du programme précédent, mais écrit d'une autre façon. Maintenant, la propagation des nuls avec le... Ah là, je ne l'ai pas écrit dans le bon sens. Là, c'est point d'interrogation, point, et non pas point d'interrogation. Donc, je n'ai pas mis dans le bon sens. Donc, voici, on a toujours notre saluer avec notre string ici qui est nullable et qui a comme valeur par défaut nul. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que notre code ne va pas cracher. Donc, ici, on va faire console.writeLine, bonjour, non, point d'interrogation, point toUpper. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Ça veut dire qu'on va appeler toUpper sur le nom seulement s'il n'est pas nul. S'il est nul, on ne l'appelle pas, puis ça reste nul. C'est pour ça qu'on appelle ça propagation nulle. On pourrait l'appeler aussi null conditional, condition nulle. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire, si c'est pas nul, on applique l'opération qui suit, mais si c'est nul, on ne fait rien. Donc, même chose ici, la première lettre de votre nom est, puis on prend le nom, puis on applique point d'interrogation avec les crochets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher la première lettre si le nom n'est pas nul, mais si jamais le nom est nul, on ne va rien chercher. OK. Et ça va donner comme propagation la valeur nulle, mais la valeur nulle du caractère. Ça va nous donner un quart point d'interrogation comme type. Bon, vous n'avez pas besoin de connaître toutes ces subtilités-là, parce que je ne vous demande pas de devenir des spécialistes de la propagation des valeurs nulles tout de suite, instantanément.
Je veux dire, l'idée n'est pas là ici, mais l'idée, c'est de comprendre que si vous avez quelque chose, ça se peut que ça soit nul, puis vous voulez que l'opération, vous voulez faire une opération seulement si c'est pas nul, bien, vous pouvez le faire de cette façon-là, ce qui est beaucoup plus simple. Sinon, vous seriez obligé d'écrire comme ça ici. Là. La même chose que ce que vous avez ici, vous seriez obligé d'écrire comme ça. Bonjour, plus, encore une fois, avec un ternaire. Non, si le nom est nul, on prend nul. Sinon, on prend le nom .toUpper. Bon, le truc du point d'exclamation, je vais vous expliquer ça à la prochaine diapo. Mais disons que ça ne change pas grand-chose dans la compréhension de ce que vous avez ici. Donc, si on veut regarder la sortie, là, on fait un saluer Yoda, puis saluer toujours. Donc, on dit bonjour Yoda en majuscule. On a reçu un nom. Donc, on le met en toUpper. La première lettre de votre nom est Y. Après ça, on fait bonjour. Nom.toUpper. Le nom n'existe pas, il est nul. Fait que toUpper ne sera pas exécuté. Et on va dire donc bonjour nul. Bonjour plus nul, ça fait quoi? Ça fait bonjour. Donc, ça fait juste bonjour. Après ça, la première lettre de votre nom est plus nom point d'interrogation 0. Ben là, le nom, il n'existe pas. Fait qu'on n'ira pas chercher la lettre en position 0. On va tout simplement tourner le caractère. En fait, on ne retournera même pas le caractère nul. On va retourner la valeur nulle du car point d'interrogation. Mais autrement dit, on tourne nul. Fait que si on fait la première lettre de votre nom est plus nul, ça fait absolument rien. Donc, c'est pour ça que ça fait rien ici. Okay? Donc, c'est ça qui est la logique de ces opérateurs-là ici. Là. Toujours est-il, ici, il faudrait que j'ai inversé, encore une fois, le point d'interrogation et le point. Finalement, les assertions. Donc, le point d'exclamation, point d'exclamation, crochet. Donc, normalement, le compilateur va valider qu'une valeur nulle ne se retrouve pas potentiellement utilisée à un endroit où on ne devrait pas s'en servir. Mais parfois, le compilateur n'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe avec votre code. Donc, dans ce temps-là, vous pouvez utiliser l'assertion ou l'exclamation pour lui signifier que vous, le compilateur, devrait vous faire confiance et que vous savez ce que vous faites. Donc, personnellement, je vous le dis, je vous déconseille d'utiliser cet opérateur-là. Encore une fois, je veux dire, si je vous revoyais dans 2 ans, puis vous dites, ah, moi je fais du C#, puis là, l'opérateur point d'exclamation, je m'en sers à tour de bras, je dirais, yes, tu fais bien. Parce que probablement que tu le sais quand t'en servir. Mais au départ, vous ne savez pas quand est-ce que vous servez cet opérateur-là. Donc, tant que vous ne savez pas vraiment comment vous en servir, l'idéal, c'est de ne pas vous en servir. Parce que il bypass le compilateur. Donc, bypasser le compilateur, c'est rarement une bonne idée. Okay? Quand on est un programmeur débutant, ou disons, vous n'êtes plus débutant, mais vous êtes quand même en phase d'apprentissage. Donc, ici, on a un exemple d'assertion. Je vais encore une fois me tasser la binette. Donc, ici, on a encore une fois notre fameuse fonction saluer qui reçoit un nom qui est potentiellement nul. Fait que là, on dit si le nom est nul, is nul, non. Là, la différence avec non is nul puis is nul, non ici, c'est qu'on appelle une méthode pour nous dire si le nom est nul, au lieu de le vérifier directement. Donc, comme on appelle une méthode pour vérifier si le nom est nul, le compilateur ne sera pas capable de faire la logique de nullité puis de savoir ce qui se passe dans votre programme. Donc, comme il va perdre sa logique, il ne sera pas capable de vous dire, il ne sera pas capable de dire, ah, ok, ici, c'est sûr que c'est nul, puis ici, c'est sûr que c'est pas nul. Il ne sera pas capable de faire ça. Vous le savez. Vous savez que is nul non, ça veut dire que le nom est nul ici, puis que ici, vous savez qu'il n'est pas nul, donc vous savez, vous pouvez le mettre en majuscule. Non.toUpper, vous savez que c'est bon. Mais le compilateur, lui, ne le sait pas nécessairement. OK? Donc, ici, quand vous allez voir, d'ailleurs, il va vous mettre un avertissement ici, donc difference of a possibly null reference, ici pour le nom. Il vous dit il vous fait un avertissement, mais vous savez que l'avertissement, il n'y a pas lieu d'être, parce que vous le savez qu'ici, c'est pas nul. Vous êtes certain que c'est pas nul. Donc, comme vous êtes certain, vous le dites au compilateur, « Hey, Joe, ça, là, ça peut pas être nul. » Donc, vous mettez un point d'exclamation pour lui dire « C'est pas nul. » OK? Mais le problème avec ça, cette espèce de point d'exclamation-là, qui est un opérateur un peu magique,
c'est que souvent, le compilateur va vous dire, va vous mettre un avertissement pour dire, hey, ça se peut que ce soit nul. Puis en réalité, il y a raison de se poser cette question-là. C'est parce que votre code est mal fait. OK? Donc, dans ce temps-là, si vous dites, ah, tiens, il me met un avertissement, ah, va te faire foutre, compilateur, je vais mettre un point d'exclamation, puis sac-moi patience. Ben, vous vous tirez dans le pied en faisant ça. Donc, je vous encourage d'y aller de manière extrêmement circonspecte. Okay? Parce que la plupart du temps, c'est pas vous qui êtes le plus brillant, c'est le compilateur. Je vous le dis comme ça. Puis ça reste vrai pour moi. OK? Donc, question. Donc, si au lieu d'utiliser l'exclamation, est-ce qu'on aurait pu utiliser l'interrogation? Comme on le voit ici, si is nul non, place, else console write line, non, point d'exclamation, point d'interrogation, pardon, point whopper. Ça compile. Pas d'avertissement. Donc, c'est bon? Pas vraiment. OK? C'est pas vraiment bon. Pourquoi? Parce que premièrement, quand vous mettez un point d'interrogation comme ça, le compilateur, lui, va générer plus de code. Okay? Il va générer du code pour vérifier est-ce que c'est nul, si c'est pas nul, je fais ça, comme on a vu tantôt, ça c'est équivalent à un ternaire. Tandis que le point d'exclamation ici, ne génère aucun code supplémentaire. C'est purement pour que le compilateur fasse des vérifications, mais au niveau de la génération de code sous-jacente, il n'y a rien qui est généré. Okay? Cet opérateur-là ne coûte rien. L'autre raison pour laquelle ce n'est pas une bonne idée, c'est que la personne qui lit votre code va croire qu'une valeur nulle est possible à cet endroit-là, puis qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La valeur nulle n'est pas possible à cette place-là. Donc, ce n'est pas une bonne idée de laisser penser à celui ou celle qui va vous lire que ça se peut que votre nom soit nul ici. Et ça se peut pas qu'il soit nul. Il n'est pas nul ici, le nom. Donc, vous êtes mieux de mettre un point d'exclamation. Donc, en conclusion, les valeurs nulles sont un mal nécessaire en programmation. Mieux vaut donc apprendre à composer avec elles de la manière la plus appropriée possible. Ce qui veut dire vérifier la nullité de préférence avec is nul, convertir en non nullable de préférence avec is, et après ça, simplifier vos programmes avec les opérateurs dédiés comme double point d'interrogation égale, point d'interrogation point d'interrogation crochet, exclamation, exclamation point, exclamation crochet. Et voilà.